on avait organisé depuis 2007 un forum international sur toutes ces questions d'économie responsable, de mutation économique, etc. Bon. Et puis en janvier 2012, je lis le bouquin de Rifkin. J'y trouve un intérêt, plusieurs intérêts même, et je dis ce serait bien qu'ils viennent. Et on a eu la chance d'être en contact avec quelqu'un qui nous a aidé à le faire venir, on le fait venir. Et à partir du moment où je suis allé voir Daniel Percheron, et je lui avais fait un résumé en 4 pages du bouquin, mais uniquement avec des citations. J'ai dit, tu lis ça, à mon avis, on a un coup à faire. C'est passé comme ça. Vous savez, quelquefois, la vie, elle est faite de hasard, elle est faite de coïncidences. Je suis tombé sur ce bouquin, sur la personne qui pouvait nous aider à faire venir Rifkin. On a commencé à discuter. Il se trouvait qu'il était à un moment où ce qu'on lui a proposé, c'était gagnant-gagnant, quoi. On lui a dit, on va appliquer vos théories à notre sauce à nous. Hein. On n'a pas appliqué ces théories brutalement. On a travaillé quand même avec des gens de la région. On va adapter, on va créer notre propre plan. Et puis voilà, il nous suit. Évidemment qu'on a rencontré des réticences. En France, dès que vous avez un truc qui est nouveau, on dit ça peut pas marcher. Ça, c'est pas l'électricité, ça marchera pas, le téléphone non plus, le cinéma, n'en parlons pas, la télévision, ça n'existera jamais. Donc dès qu'il y a un truc nouveau, aussitôt il y a des blocages. Alors la chance qu'on a eue, c'est qu'on était plusieurs. C'est-à-dire on était d'horizons extrêmement différents. Moi, du monde économique, donc avec des chefs d'entreprise à convaincre, mais la façon de s'adresser à eux, c'était de leur dire, vous croyez qu'on va pouvoir avoir les mêmes business aujourd'hui que ceux qu'on avait il y a 50 ans, donc le monde évolue, il va bien falloir qu'on s'adapte, il faudra qu'on trouve de nouveaux marchés, de nouvelles activités. Ok, on a compris. Le monde politique, donc dans sa diversité, puisque il y avait Percheron, président du conseil régional. Tout à l'heure, on était à Arras, il y avait Philippe Rappeneau, le président de la communauté urbaine. Tout ça s'est rassemblé. Donc, jonction du monde politique, jonction du monde économique. Et le monde universitaire, qui généralement est toujours un peu sur le recul, a foncé dedans avec beaucoup d'enthousiasme. Donc on avait tout le monde. Et je pense que, expliquant petit à petit, on a réussi à convaincre, et on a surtout réussi à convaincre en mettant en avant des premières opérations, parce qu'il n'y a rien de tel pour démontrer la justesse d'une théorie que de la mettre en pratique. Ce que nous avons fait. En pratique, comment ça marche? En pratique, on fait confiance aux entreprises déjà. Et ça a été aussi une chose qu'il a fallu faire passer en disant la troisième révolution industrielle, ce sont les entrepreneurs qui vont la faire. Hein, c'est pas telle ou telle administration qui va décider de la troisième. Elle, au contraire, elle mettra toujours des bâtons dans les roues. Donc on laisse faire les entrepreneurs, nous on les accompagne, on les informe, on les accompagne, on les incite, on met des dispositifs en place pour les aider, notamment des dispositifs financiers. Et la pelote prend petit à petit. On a aujourd'hui à peu près 300 projets qui sont des projets en cours, des grands, des moyens, des petits. Et on va continuer. Et on met en place de nouveaux outils de financement. On va mettre en place très prochainement un outil lourd, important, avec la Banque européenne d'investissement, avec la Caisse des dépôts, pour financer la troisième révolution industrielle dans la région. Voilà. Et ça, évidemment, ça interpelle les entreprises. Le problème du financement est secondaire. La première chose, c'est d'avoir des projets. La deuxième chose, c'est de faire en sorte que la réglementation ne paralyse pas les projets, parce que la réglementation, elle est faite pour ce qui existe déjà. À partir du moment où vous rentrez dans ce que l'on appelle la révolution industrielle, aussitôt, on est dans l'innovation. Et la réglementation n'est pas faite pour l'innovation. C'est un des obstacles que nous avons. Puis après ça, on se pose les questions de faisabilité, de financement. Quand on a résolu ces 3 problèmes-là, ça marche. On a trouvé de tout. On a trouvé un public sceptique, des gens qui nous ont dit quelquefois, nous, j'ai pas le temps, il faut que je fasse, mon entreprise est en difficulté. Ce que je réponds d'ailleurs, c'est que quelquefois, avec tout le respect que je dois, mais quelquefois, si une entreprise est en difficulté, c'est parce qu'elle a raté un virage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle n'a pas pris, elle n'a pas eu l'évolution qui aurait été nécessaire et qui lui aurait permis peut-être de ne pas aller dans les difficultés. Donc je pense que la démarche que nous avons aujourd'hui, d'abord l'un n'empêche pas l'autre, hein, bien sûr qu'on s'occupe aussi des entreprises qui ont des moments difficiles, mais on se projette sur l'avenir précisément pour faire en sorte que
on aille vers de nouveaux modes, de nouveaux débouchés. C'est de la transition énergétique, c'est de l'énergie nouvelle, c'est de l'énergie renouvelable, bien évidemment. Ce sont des réseaux intelligents, ce sont des villes intelligentes aujourd'hui que l'on met en place. Ce sont des méthodes nouvelles faisant appel à ce qu'on appelle l'économie collaborative, le co-design, etc. Enfin, c'est très très riche. Disons que c'est une rupture par rapport au monde ancien et que l'on essaye d'anticiper, de s'adapter, d'anticiper sur le monde qui est en train de se développer. Vous savez, il y a 5 ans, quand on parlait de l'imprimante 3D, des imprimantes 3D, de l'impression 3D, les gens me traitaient de fou, nous traitaient de fou. Aujourd'hui, ça se répand partout. Quand on parlait de la voiture qui allait se conduire toute seule, vous aviez aussi des gens qui considéraient qu'on était dans la science-fiction, etc. Aujourd'hui, plus personne ne dit ça. À chaque fois qu'on a un temps d'avance, vous avez des gens qui sont un peu perplexes. Là, au prochain World Forum, on fait venir un monsieur qui veut faire circuler des véhicules dans des tubes vides. Vous savez que ce qui freine la progression des véhicules, ce sont les frottements. Alors ce sont les frottements dans l'air, par exemple, qui freinent les avions. Si vous êtes dans du vide, la vitesse n'est pas freinée. Et donc l'objectif, c'est de créer une sorte de métro. Et ils vont commencer, entre Los Angeles et San Francisco, 800 km, pour relier les deux villes en 35 minutes. Voilà, parce que ce véhicule, ça paraît de la science-fiction. Le premier démonstrateur est déjà opérationnel. Donc on va le faire venir pour qu'il nous explique tout ça. Les transports de demain, ça nous intéresse aussi, dans une région comme celle-ci particulièrement. Les services de l'État, alors très intéressant. Donc nous, on a démarré avec la collectivité du monde de l'entreprise, très très clairement. C'est une démarche qui a été initiée par le monde de l'entreprise, avec la complicité active et bienveillante, et même, je peux dire plus que bienveillante, du Conseil régional, mais aussi des 3 communautés urbaines que nous connaissons ici et des 2 départements. Nous allons étendre d'ailleurs à toutes les communautés de villes, communautés d'agglomération, communautés de communes, de manière à ce que le maillage du territoire se fasse bien. Nous avons rencontré de la part des services de l'État vraiment une grande ouverture, je dois dire. Et quelquefois, quand nous avons des problèmes de réglementation, on discute avec les services de l'État pour obtenir les droits d'expérimenter tels que nous les souhaitons. Je trouve que ça devrait être généralisé en France, mais c'est autre chose. Et du côté de l'Europe, oui, bien sûr, puisqu'il y a des financements que nous allons quérir et obtenir de la part de l'Europe, soit à travers le FEDER, soit à travers la Banque européenne d'investissement. Donc la démarche a été accueillie par tout le monde. Il suffit simplement de bien l'expliquer, de bien la comprendre, de voir quels sont les objectifs. Ce sont des objectifs qui sont des objectifs tout à fait concrets, qui vont dans le sens de l'histoire, parce que bien évidemment, le nouveau modèle économique est un modèle plus économe d'un certain nombre de ressources fossiles, et notamment de ces fameuses énergies fossiles qui sont créatrices de gaz à effet de serre. Donc on est vraiment dans un cercle qui est un cercle vertueux. Et nous, on le présente comme étant bien évidemment une nécessité par rapport aux questions environnementales, mais aussi une nécessité sur le développement économique futur. Vous avez le sentiment d'être des pionniers ? Oui, un peu, oui, d'être des pionniers, parce que entre le moment où vous émettez une théorie, c'est très très bien. Quand vous commencez à vouloir l'appliquer, là c'est vraiment là où vous apercevez que vous êtes un peu des fricheurs et des pionniers. Alors les pionniers ne sont pas toujours ceux qui arrivent à conquérir la Terre, mais on espère nous qu'on y parviendra. On est aujourd'hui copiés, ce qui provoque l'irritation de certains et la fierté d'autres. Parce qu'on pense que le fait d'être aujourd'hui copié dans d'autres régions françaises, d'être copié, pas copié, mais disons suivi par l'État du Luxembourg ou par la ville de Rotterdam, c'est une reconnaissance de la justesse du chemin que l'on avait entrepris. Et vous voyez, vis-à-vis de ceux qui étaient sceptiques au départ, on dit, bon, vous savez, les Néerlandais, les Luxembourgeois, ce ne sont pas des gens qui sont moins intelligents que nous, ce sont même des gens pragmatiques et qui réussissent bien dans les affaires. Si jamais ils se lancent dans cette aventure, c'est que la piste qu'on a ouverte était la bonne.